Le fantôme du commandant. Ce matin-là, Ed et Lorraine avaient décidé d'aller prendre leur petit déjeuner au restaurant, comme ils le faisaient souvent. Ils s'apprêtaient à sortir quand ils reçurent un appel téléphonique d'un commandant de sous-marin du nom de Carroll. Apparemment, il avait découvert leur existence en lisant un article de presse. Il leur expliqua qu'il partait souvent en mer pendant des mois et qu'il s'inquiétait pour la sécurité de sa femme et de leurs 3 enfants. Depuis quelque temps, sa maison semblait en proie à une étrange effervescence. Parfois, des objets se mettaient à bouger ou se retrouvaient renversés alors que personne n'était visible, et des phénomènes inexplicables se produisaient dans une des chambres où son fils avait vu un fantôme. Ed et Lorraine notèrent son adresse et son numéro de téléphone, et ils lui promirent de venir enquêter dès que possible. Une semaine plus tard, ils partirent pour New London dans le Connecticut, où vivaient le commandant et sa famille. La journée était froide, mais comme ils roulaient vers le nord, Ed se réjouissait à l'idée de se rendre sur la côte. Il aimait tellement cette partie de l'État qui lui rappelait sa jeunesse dans la marine. Il aurait pu en parler pendant des heures. Il avait demandé à 2 membres de son groupe de recherche psychique de les accompagner. Tout comme Lorraine, il possédait des dons médiumniques. Marie, une petite femme mince d'âge moyen, à l'épaisse chevelure noire, manquait d'expérience, mais elle était une bonne clairvoyante. Steve, un grand jeune homme dégingandé, aux cheveux couleur de sable et au visage allongé, était surtout spécialiste de la photographie des phénomènes de hantise. Il ne parlait que rarement. La plupart du temps, il semblait perdu dans ses pensées. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur différentes affaires. Ils étaient contents de se retrouver et ils passèrent tout le trajet à plaisanter. L'ambiance était légère et Ed se dit qu'elle le resterait tant qu'il s'abstiendrait de le taquiner sur son prétendu embonpoint. Les indications du commandant les amenèrent dans un quartier modeste, à la sortie de la ville. Sa maison, une bâtisse bleue de 2 étages, ressemblait à toutes les autres. Son jardin était des plus sommaires, mais son arrière-cour s'ouvrait sur la baie du Long Island Sound, ce qui lui donnait un certain charme. Ed constata avec satisfaction qu'elle était propre et en bon état, mais il n'en attendait pas moins d'un officier de la marine. Il gara sa voiture dans la rue, près du trottoir, et tout le monde en descendit. Après avoir étiré ses muscles ankylosés et son genou récalcitrant, il commença à décharger ses affaires et l'équipement photographique de Steve. Ils se dirigèrent ensuite vers la maison, les bras encombrés de sacs. Lorraine marchait en tête comme à son habitude. Elle s'approchait de la porte quand un homme aux cheveux ras apparut sur le seuil. « Bonjour, je suis le commandant Carroll. Rentrez, s'il vous plaît. » Surpris, Ed se faufila par l'ouverture en songeant jalousement. Ai-je jamais été aussi jeune et aussi mince que lui? Il s'attendait à voir un sexagénaire ventripotent et il se retrouvait face à un trentenaire athlétique, bien trop jeune pour son grade. « Voici ma femme, Lucie, et notre fils, Donald, » dit le commandant en désignant une jolie petite femme brune et un garçon d'une dizaine d'années aux grands yeux noirs. « Notre bébé est endormi et notre fille Grace est allée jouer chez une amie. Alors, dites-moi comment ça marche? Que voulez-vous faire en premier? » « J'aimerais, » lui répondit Ed, « m'asseoir un moment dans la cuisine avec votre femme, votre fils et vous pour vous interviewer. Avec votre permission, pendant que je vous interrogerai, nos enquêteurs psychiques, Lorraine, Marie et Steve, exploreront le reste de la maison, sans déranger le bébé. C'est important qu'ils fassent leur travail sans avoir été influencés par personne. Est-ce que ça vous semble acceptable? Très bien, dit le commandant. La cuisine est là, et la salle à manger juste à côté. Les chambres et la salle de bain sont en premier. Ed sortit son magnétophone de son sac et il le posa sur la grande table rectangulaire
qui trônait au milieu de la pièce. Il demanda ensuite au commandant et à sa femme l'autorisation d'enregistrer leur conversation et d'utiliser les informations, ce qu'ils acceptèrent immédiatement. « Qu'est-ce qui vous a poussé à nous appeler ?» demanda Ed au commandant. « Je pense que nous avons compris que nous avions un problème quand notre fils a vu quelque chose dans les escaliers. Ça s'est passé le mois dernier, en janvier. Nous ne savions pas si nous devions nous en inquiéter ou non. Vous savez, avec les enfants... » « Je peux comprendre ça. Est-ce que quelqu'un pourrait me raconter l'incident pour que je l'enregistre ?»« Je vais m'en charger, » proposa Lucie. Une nuit de janvier de cette année, j'étais au salon en train de lire. Il était à peu près 22 heures. Donald devait être couché. Il m'a appelé pour me demander s'il pouvait descendre prendre quelque chose qu'il voulait vraiment avoir avec lui, me promettant de remonter dormir ensuite. Je lui ai répondu « D'accord ». Je l'ai entendu descendre la moitié des escaliers, et ensuite ce fut le silence complet. Quelques minutes plus tard, il s'est précipité au salon avec des yeux comme des soucoupes. « J'ai vu un homme dans le couloir !» a-t-il dit. J'étais terrifiée. Je pensais que c'était probablement un rôdeur. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as vraiment vu un homme dans le hall ?» lui ai-je demandé. Il m'a alors expliqué qu'en descendant les escaliers, il avait vu la moitié d'un homme aux cheveux gris et au costume marron dans le couloir, qu'ils s'étaient mutuellement regardés pendant au moins 1 minute et que l'homme avait disparu. « C'est plutôt remarquable !» s'exclama Ed en se tournant vers le garçon. « Donald, peux-tu me raconter ce qui est arrivé avec tes propres mots? Ne sois pas nerveux. Répète-moi juste ce que tu as dit à ta mère. »« Je ne l'avais jamais vu auparavant, » commença alors Donald, encouragé par ses parents. « À quoi ressemblait-il ? » Il portait un de ces amusants nœuds papillons noirs, un costume marron et il avait des cheveux gris. J'ai seulement vu la moitié supérieure de son corps. Après, je me suis accroupie pour qu'il ne puisse plus me voir. Il te regardait ? Oui. Il avait l'air content ou en colère ? Il avait l'air content et gentil, s'exclama le garçon. Très bien. Juste une dernière chose. Était-il aussi solide que moi ? Je ne peux pas vraiment dire ça. Vous pouviez voir à travers lui, comme à travers une fenêtre sale, ou une vitre, ou quelque chose du même genre. Merci, Donald. Ed se dit alors que le garçon avait probablement vu un fantôme lié à la terre. Il l'avait spontanément décrit comme pacifique et amical, ce qui était bon signe. La hantise ne semblait pas dangereuse, mais certains aspects de l'affaire le perturbaient. Cet incident nous a effrayés, mais moins que le premier, souligna Lucie. 2 mois après notre emménagement, ma sœur, mon mari et ses enfants sont venus passer le week-end chez nous. Une de mes nièces regardait la télévision, seule au salon. Les autres enfants jouaient, ici et là, et les adultes étaient rassemblés dans la salle à manger, en train de parler. À un certain moment, nous avons entendu un terrible fracas. Nous nous sommes tous précipités au salon, et nous avons retrouvé la télévision à l'envers, sur le plancher. Elle est plutôt lourde. Il a fallu 2 personnes pour la remettre à sa place. Ma nièce n'était pas près du poste quand il est tombé. Elle a dit qu'il l'avait glissé du meuble et qu'il s'était retourné tout seul. Elle n'aurait pas pu le pousser parce qu'il était collé au mur. Après cet incident, la télévision a continué à fonctionner normalement. Elle n'a été endommagée d'aucune manière. La chute d'un objet est une activité poltergeist classique. Le terrible fracas que vous avez entendu, alors que rien n'avait été cassé, était probablement un son télépathique. Un esprit qui a assez d'énergie pour se matérialiser physiquement peut faire bouger des choses. Il tire son énergie des enfants qui en ont en abondance, particulièrement à la puberté. Quel âge avait votre nièce à cette époque ? Elle était âgée de 10 ou 11 ans. Une des choses les plus troublantes qu'il soit arrivé ici concerne notre chat siamois, Jack, dit alors le commandant. En effet, approuva Lucie en hochant la tête. Une nuit, j'étais assise sur le lit quand j'ai eu l'impression que quelque chose avait été lancé
en bas des escaliers. J'ai entendu un bruit et quand je me suis tournée, j'ai vu ce pauvre chat au pied des marches. Il s'est péniblement relevé, il a secoué sa tête avant de s'en aller. Les enfants étaient en bas. Aussi ai-je rationalisé en me disant qu'il avait dû tomber d'une manière ou d'une autre. Cependant, quelques semaines plus tard, je préparais le dîner, quand ma fille Grace m'a dit « Tu n'as pas vu ce que Jack vient de faire ?» Et elle m'a raconté que le chat avait quitté le haut des escaliers, qu'il avait fait un saut périlleux dans les airs et qu'il était retombé sur le dos. La plus étrange, ajouta le commandant, c'est que nous avions alors 2 chats. L'autre chat n'a jamais eu de problème. Il monte et descend les escaliers en toute impunité pour aller à sa litière dans la salle de bain. Par contre, le pauvre Jack s'asseyait et regardait les marches en tremblant. Il attendait jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se retenir. Alors il montait l'escalier en courant, se précipitait dans la salle de bain et il redescendait aussi vite que possible. Nous étions inquiets. Nous nous demandions si le fantôme ne tourmentait pas notre chat siamois. Vous parlez de Jack au passé. Que lui est-il arrivé? L'hiver dernier, il est resté dehors trop longtemps et il est mort de froid. Les siamois ne sont pas résistants. Ils ne peuvent pas s'exposer très longtemps au froid. En entendant ces paroles, Ed ne put s'empêcher de grimacer. Apparemment, cette pauvre créature était trop effrayée pour rester dans la maison, ce qui l'a conduite à la mort. Songea-t-il consterné. Il fouilla un moment dans ses notes, passant en revue toutes les informations que le commandant lui avait données lors de leur première conversation téléphonique. « Vous avez eu des problèmes avec l'une des chambres ?» finit-il par demander pour changer de sujet. « Tout à fait, » lui répondit Lucie. « Nous utilisions l'une des pièces comme chambre d'amis avant l'arrivée du bébé. Au début, je pensais la donner à l'un des enfants, mais aucun n'en a voulu. Il refusait d'y passer la nuit. Il semblait effrayé. Un jour, notre fille Grace a reçu une amie et j'ai dû les installer dans cette chambre. Les 2 filles avaient accepté d'y dormir, mais 1 heure après s'être couchées, elles en sont sorties. Elles m'ont dit qu'elles avaient entendu des portes s'ouvrir, des craquements et d'autres choses du même genre. Une autre fois, ma sœur était là avec son fils âgé de 7 ans. Elle lui a proposé de dormir dans le lit près du mur, mais il voulait celui près de la porte, et finalement elle a abdiqué. Durant son séjour, il est tombé de son lit toutes les nuits, alors que jamais ça ne lui était arrivé chez lui. La seule nuit où il n'en est pas tombé, c'est celle où il a dormi dans le lit près du mur, comme sa mère le lui avait demandé. Il disait que quelque chose venait le visiter la nuit et que ça lui faisait peur. Un soir, il a demandé à ma fille, qui avait alors 9 ans, de venir voir le nuage dans sa chambre. Elle m'a rapporté qu'ils avaient tous les 2 vu un nuage. Ils étaient terrifiés. Ed trouvait significatif que les 2 enfants aient vu la même chose. Il savait d'expérience que les orbes et les feux follets étaient souvent qualifiés de nuages par les plus jeunes. Un autre enfant a passé quelques jours chez nous, continua Lucie. Il devait avoir 9 ou 10 ans, mais il était mature pour son âge. Eh bien, il ne voulait pas dormir dans cette chambre sans veilleuse. Aujourd'hui encore, aucun enfant n'accepte d'y passer la nuit, sauf le bébé. Le bébé y est bien. Un jour, Donald et son ami Sam jouaient dans cette pièce quand je les ai entendus hurler. J'ai couru au premier étage pour leur demander de se calmer. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas arrivés à ouvrir la porte et qu'ils avaient paniqué. Pourtant, je n'avais eu aucune difficulté à rentrer. J'ai essayé de l'ouvrir des 2 côtés et j'y suis parvenue sans aucun problème. Un autre incident concerne des boucles d'oreilles. Ma sœur et son mari passaient la nuit chez nous. Quand elle est rentrée dans la chambre d'amis pour dormir, elle a perdu une de ses boucles d'oreilles. Mais elle ne l'a pas entendue heurter le sol. Au même moment, quelque chose lui a dit « Vous devriez vous faire percer les oreilles ». Elle m'a raconté que c'était comme une voix dans sa tête. Et elle lui a répondu « Très bien, si un fantôme a pris ma boucle d'oreille, je veux qu'il me la rende avant demain matin. » Elle s'est ensuite déshabillée et elle est allée au lit.
Le lendemain matin, elle a demandé à son mari de faire attention en se levant, parce qu'elle avait fait tomber sa boucle d'oreille la nuit précédente. Ils se sont tous les deux levés et ils ont regardé, incrédules. La boucle d'oreille trônait sur ses vêtements qu'elle avait posés sur le lit de bébé. « C'est très intéressant, » acquiesça Ed. « Est-ce que d'autres choses étranges sont arrivées depuis que vous vous êtes installé dans cette maison il y a 3 ans ?»« Je me souviens de quelque chose, » intervint le commandant. « Un matin, j'étais assis au salon quand Lucie s'est exclamée « Hé, regarde ça !» Le chandelier posé sur la table de la salle à manger faisait des mouvements circulaires. Je me suis levé, je l'ai arrêté et j'ai dit en plaisantant « C'est probablement le poltergeist ». Je suis retourné au salon et j'ai recommencé à lire. Quelques minutes plus tard, j'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il avait recommencé à tourner. Ça m'a paru bizarre. À ce moment-là, le bébé dormait et aucun autre enfant ne se trouvait dans la maison. Les rues étaient désertes, les fenêtres fermées et les épis de maïs secs pendus juste à côté ne bougeaient pas du tout. Je me suis levé et j'ai arrêté le chandelier une fois de plus. Un moment après, ça a recommencé. Alors j'ai mis un apperon sous son pied. Il s'est arrêté et ne l'a plus refait. « Oh, j'ai oublié de vous raconter quelque chose !» s'écria alors Lucie. Plusieurs semaines avant l'incident avec la télévision, j'ai été réveillée au milieu de la nuit par un bruit que je n'ai pas pu identifier. Je me suis levée pour enquêter. Quand j'ai allumé la lumière de la salle à manger, j'ai vu qu'un tableau de grande taille représentant une scène de chasse avait été décroché du mur et posé contre les pieds d'une chaise. Le cadre n'était pas brisé. J'ai pensé qu'il était tombé tout seul et je suis allée me recoucher. Le lendemain, j'ai découvert que le clou était toujours fermement planté dans le mur et que le crochet était intact. J'ai raccroché le tableau au mur où il se trouve toujours actuellement. Parfois, les fantômes font bouger des objets spécifiques dans un but précis. Que pouvez-vous me dire sur ce tableau ? La peinture représente un cheval et des chiens de chasse. Elle vient d'Angleterre et elle est relativement ancienne. Elle appartenait à mon grand-père, mais j'ignore d'où il la tenait. Soudain, Ed entendit ses enquêteurs discuter dans le couloir, et il les invita à rentrer dans la cuisine. Ils venaient tout juste de redescendre et ne savaient rien de la conversation qu'il avait eue avec monsieur et madame Carroll. Lorraine proposa alors à Marie, qui semblait surexcitée, de leur raconter ce que ses talents psychiques lui avaient appris. « J'ai psychiquement vu quelque chose de tout à fait inattendu !» s'exclama Marie sans même laisser à Ed le temps de changer la cassette de son magnétophone. « Je m'attendais à l'un des anciens propriétaires de la maison, mais c'était plutôt un invité. Il n'était pas un membre de la famille, ni même l'un de leurs amis. C'était un marin anglais. Je sais qu'il était anglais, même s'il a essayé de me tromper en utilisant certains mots typiquement américains. » « Quelle était la relation de cet homme avec la maison ?» lui demanda alors Ed. « Il travaillait pour le capitaine qui possédait cette maison. Il avait un problème au bras gauche. Il avait dû être blessé car il ne pouvait plus naviguer. Le capitaine en avait fait son majordome. À quoi ressemblait-il ? Il était habillé à l'ancienne, avec un costume marron et un nœud papillon ridicule. Il aimait les chevaux et les chiens. Il pensait que les chats étaient des nuisances, en particulier ceux qui ne ressemblaient pas vraiment à des chats, comme les siamois. Il pouvait tolérer les autres chats, mais pas les siamois. Il les comparait à de petits rats ou à des choses du même genre. Leurs yeux obliques, il les voyait comme des chats étrangers, voilà. En quelques mots, Marie venait de décrire le même fantôme que Donald et de donner un sens à certaines des observations de la famille. « Et toi, dit Ed en se tournant vers Steve, que t'ont appris tes capacités psychiques ?» L'homme avait à peu près 54 ans et les cheveux gris. Il semblait divaguer à propos d'une perte. Certains des murs ne sont plus à la même place. Les choses ont changé et ça le perturbe. Quand je lui ai demandé « Que faites-vous ici ?» il s'est montré agacé
et m'a dit « Naturellement, je cherche l'endroit. Quoi d'autre ?» Marie lui a demandé son nom et il lui a répondu « William Roger ». Je ne sais pas vraiment d'où me vient ce nom, mais il s'est imposé à ma conscience, expliqua prudemment Marie. Bizarrement, il me semble familier. Remarquez qu'il est possible de l'inverser. L'homme s'appelle peut-être Roger Williams, comme le fameux prêtre baptiste. Le nom de Bristol m'est venu aussi. Je ne sais pas s'il était originaire de là-bas ou si c'était le nom du capitaine du bateau. J'ai eu l'impression que le capitaine le considérait comme un homme de valeur et qu'il l'avait chargé de veiller sur sa maison pour cette raison. Il est de retour parce qu'il n'a pas fini son travail ici. Il cherche quelque chose. « C'était quoi, ce cube métallique avec les cylindres ?» lui demanda Steve. « Je ne sais pas. Ça ressemblait à une boîte métallique carrée avec un tas de petits bâtons. Et puis l'arrière de la maison était différent. Il y avait une pièce avec une fenêtre constituée de nombreuses petites vitres. Il y avait une serre autrefois derrière la maison ? » « L'arrière de la maison était différent autrefois, admit le commandant, mais je n'en sais pas plus. »« C'était différent, » affirma Marie. « Un porche se dressait à l'endroit où le sol est en briques, et la pièce en haut des 3 marches de l'escalier extérieur était utilisée comme sellerie, n'est-ce pas ? » « Oui, ça correspond à ce que nous avons vu sur les plans originaux de la maison. »« Bien, » s'exclama Marie, « il sait où il est de toute façon. » Il rentrait et sortait de la maison par l'endroit où se trouvait le porche. La pièce où dort le bébé était autrefois sa chambre, rajouta Lorraine. Il est peut-être sorti de sa retraite fantomatique parce qu'un nouveau commandant de la marine et sa famille se sont installés dans la maison, supposa Marie. Cette maison m'a toujours semblé avoir sa propre personnalité, avoua le commandant. Lucie et moi, nous l'avons tous les deux sentie quand nous l'avons visitée pour la première fois. Elle était chaude, chaleureuse et bienveillante. Quand Lucie a commencé à me dire que des choses étranges se produisaient, je n'en ai pas été étonnée. Et puis, pour une raison inconnue, j'ai toujours senti une présence masculine protectrice dans cette maison. « C'est vrai, » confirma Lucie. « C'est pourquoi nous n'avons pas été surpris quand Donald a vu la silhouette d'un homme. Mais d'autres incidents, comme la lourde télévision retournée ou le chat jeté en bas des escaliers, nous ont déconcertés. »« Commandant, pensez-vous avoir quelque talent de clairvoyant ?» lui demanda alors Lorraine. « Bien, en fait, j'avais souvent des impressions de déjà-vu quand j'étais enfant. Je continue à en avoir de temps en temps. Je pense que quand vous vieillissez, vous devenez moins sensible à ces choses. »« C'est vrai, » approuva Lorraine en secouant la tête. « J'ai toujours des impressions de ce genre, à propos de bateaux, de machines, de gens, de voitures, de choses comme ça. C'est presque comme si les choses avaient des âmes ou des personnalités. »« Commandant, » l'interpella alors Marie, « comment percevez-vous l'homme de la maison ? Pensez-vous qu'il était guindé et convenable ? » ?»« Non, définitivement non, » lui répondit le commandant en riant. « Comme tous les vieux marins, il devait être grossier et graveleux. »« Madame Carroll, » demanda Ed, « vous êtes-vous jamais sentie effrayée quand vous étiez seule dans la maison ? N'avez-vous jamais eu la sensation d'être observée ? » ?»« Non, je n'ai jamais eu peur ou quoi que ce soit. Je me suis toujours sentie en sécurité. Même Donald a été plus surpris qu'effrayé par la silhouette. Il a dit que l'homme semblait très amical. »« C'est bien. J'ai l'impression que le fantôme pense avoir la responsabilité de vous protéger. Il cherche peut-être à attirer l'attention sur lui. Ou il exprime son opinion sur la télévision, les chats, les boucles d'oreilles, les enfants désobéissants, ou la nécessité d'un apéron sous le chandelier. Il taquinait probablement les garçons en les empêchant d'ouvrir la porte de la chambre. Et tout cela semble correspondre à sa personnalité, rude et protectrice. Mais pourquoi reste-t-il ici ? Pourquoi n'est-il pas passé de l'autre côté ? S'étonna Lucie. L'histoire de la maison devrait nous apporter quelques lumières. Je ne sais pas si ça vous aidera, mais nous avons effectué des recherches quand ces choses ont commencé à arriver. La maison a été construite
en 1746 par William Wordsworth. Il l'a fait construire pour sa fille, qui était mariée à un Douglas. Elle est restée dans la famille Douglas jusqu'en 1938. Pas d'informations sur un capitaine de la marine? Rien. Aucun William ou Roger ne sont d'ailleurs mentionnés. Mais je ne cherchais rien en particulier, juste des informations générales. Je ne sais pas ce que ce Wordsworth ou Douglas faisait comme métier. Des Roger ou des William dans votre famille? Non, s'exclamèrent en même temps Lucie et son mari. Toutefois, rajouta le commandant, ma femme vient d'une famille de marins. Ses ancêtres étaient des capitaines de navires, et certains de ses grands-oncles ont disparu en mer. Ce fantôme pourrait être l'un de ses ancêtres? Ou quelqu'un qui a été attiré par l'histoire de sa famille? Les proches qui choisissent de traverser ont l'habilité d'aller n'importe où, n'importe quand. Toutefois, ils ne sont pas connus pour rester aux alentours, tourner des télévisions ou taquiner les enfants. Ils se montrent généralement dans des situations de crise, et ils s'en vont. Mais parlez-moi de votre famille, Lucie. Ils possédaient une compagnie maritime. Ils venaient des îles Vierges. Ils ont commencé à fabriquer des clippers après s'être installés ici en 1848. Donc, peu de temps après que l'homme soit mort, en 1842, si mon impression psychique est exacte, souligna Marie. Cela faisait 97 ans que cette maison avait été construite. Au moins, maintenant, nous avons des noms et des dates. Il ne nous reste plus qu'à effectuer des recherches, dit Ed en commençant à rassembler ses affaires. Il n'avait rien mangé depuis des heures, à part un donut qu'il avait acheté en chemin, et il était affamé. Bien, nous allons nous pencher sur la question, lui promit le commandant. Merci beaucoup. Nous apprécions le fait que vous soyez venu pour nous aider à comprendre cette chose. C'est agréable de savoir que nous ne sommes pas fous et que les enfants sont en sécurité, rajouta Lucie. Vous n'êtes pas fou, confirma Ed. Lorraine et moi, nous avons vu ce genre de phénomène des centaines de fois. Mais vous avez eu raison de nous appeler pour vérifier que le fantôme était inoffensif. Maintenant, seules de nouvelles informations pourront répondre aux questions finales. Quelques semaines plus tard, Ed et Lorraine reçurent un coup de téléphone du commandant et de sa femme. Ils avaient effectué des recherches qui s'étaient révélées fructueuses. Chester Hubbard, un ancien marin originaire de Bristol, avait servi sous les ordres du capitaine qui possédait la maison. Et il était devenu son majordome après une blessure invalidante. Malheureusement, il n'avait jamais réussi à s'adapter à sa nouvelle situation. En 1842, désespéré à l'idée de ne plus jamais naviguer, il s'était suicidé en faisant sauter 3 bâtons de dynamite attachés à son corps. Personne n'avait jamais retrouvé sa tête. Le nom de William Roger, ou de Roger Williams, n'apparaissait nulle part. Peut-être simplement sorti de l'inconscient de Marie, mais la mystérieuse boîte remplie de bâtons était probablement la caisse de dynamite dont ils s'étaient servis. Ils avaient également noté un détail amusant, qui pouvait avoir son importance. Le bateau sur lequel Chester naviguait au début du XIXe siècle s'appelait Polaris, exactement comme le sous-marin du commandant Carroll. Ed et Lorraine pensaient l'affaire close, mais 2 ans après, ils eurent à nouveau des nouvelles de la famille. Alors qu'il jouait avec quelques-uns de ses amis, Donald avait découvert un crâne humain dans son arrière-cour. Des experts de la police l'avaient analysé, et ils en avaient conclu qu'il datait du milieu du XIXe siècle. « Peut-être notre fantôme cherchait-il sa tête ?» suggéra le commandant. « C'est possible, » lui répondit Ed. Au cours de l'histoire, et plus particulièrement en Angleterre, nous retrouvons des cris et d'autres perturbations sur les sites où un crâne n'a pas été proprement enterré. Que nous recommandez-vous maintenant? Vous devriez essayer d'aider cet homme à trouver le repos. Enterrez le crâne dans une terre consacrée, ou brûlez-le et jetez ses cendres à la mer. À côté de ça, vous pouvez dire quelques mots, et lui commander, à lui et à son fantôme, de se diriger vers l'au-delà. Oui, je vois ce que vous voulez dire,
Nous allons nous arranger pour suivre vos conseils. Je pense que ce vieux ronchon nous manquera quand il ne sera plus là. Il pourra toujours revenir en esprit, souligna Lorraine. Mais au moins il aura laissé sa vie terrestre derrière lui. Oui, oui, je comprends. Nous allons prendre soin du crâne de monsieur Hubbard, leur promit le commandant. Merci de votre aide. 2 semaines plus tard, le commandant et sa famille organisèrent un enterrement pour le crâne qu'ils avaient retrouvé dans le jardin. Et plus jamais ils ne revirent le majordome fantomatique.